Bienvenue dans Euronews Soir pour découvrir l'essentiel de l'actualité européenne et internationale. Voici les titres de ce journal. Ursula von der Leyen investie à une large majorité par le Parlement européen à la tête de la Commission européenne. Elle est la première femme à diriger cette institution. L'actualité, ce sont aussi ces manifestations d'agriculteurs en France pour la sauvegarde de leur profession. Ils veulent notamment faire pression sur les négociations commerciales avec la grande distribution. Et puis l'Albanie compte ses morts au lendemain du violent séisme qui a secoué notamment la côte adriatique. Les sauveteurs sont engagés dans une course contre la montre pour retrouver d'éventuels survivants. On partira en Ukraine à la fin de ce journal, rencontrer le fondateur d'une marque de lunettes écologiques réalisée à partir de marcs de café. Elle sera bien la première femme à présider la Commission européenne. À 61 ans, Ursula von der Leyen, l'ancienne ministre allemande de la Défense, a été investie aujourd'hui. Elle débutera son mandat le 1er décembre. Le chemin aura été semé d'embûches pour Ursula von der Leyen, mais elle a finalement obtenu le feu vert du Parlement européen. L'ex-ministre allemande de la Défense est investie avec une large majorité de 461 voix, soit 85 de plus que la majorité absolue. À noter que 150 eurodéputés venus essentiellement de la gauche radicale et de l'extrême droite ont voté contre. Son programme est chargé, une politique migratoire humaine et efficace, la promotion de l'égalité des genres et surtout la lutte contre le changement climatique. Nous voyons Venise inonder, les feux de forêt au Portugal, la sécheresse en Lituanie qui réduit les récoltes de moitié. Tout ceci se produisait avant, mais pas avec cette fréquence ni cette intensité. Alors nous n'avons plus un moment à perdre pour lutter contre le changement climatique. Malgré sa victoire confortable, les élections du printemps dernier ont abouti à un Parlement européen divisé, fracturé, à une assemblée qui s'affirme aussi. Et pour Ursula von der Leyen, cela annonce des temps difficiles. Elle ne dispose pas d'une majorité stable. Comme me l'a dit un eurodéputé qui a pourtant voté pour cette commission, elle n'a pas de chèque en blanc. Cela l'obligera à trouver des accords au cas par cas si elle veut mettre ses promesses en application. Et pour certains eurodéputés, elle devra faire beaucoup pour convaincre. Des têtes de chapitre verts ne suffisent pas, il faut un contenu ambitieux, un agenda ambitieux. Mais aujourd'hui, par une conjuration d'intérêts, vous allez, mes chers collègues, élire une commission qui s'inscrit dans la continuité de la précédente. Le jeu de chaises musicales des postes de commissaires auxquels nous avons assisté ces dernières semaines n'y fera rien. Cette commission est le fruit d'un processus d'examen sévère que ce Parlement lui a réservé, mais qui devrait la rendre plus forte. Pendant cette mandature, le succès dépendra de la continuité du projet européen. Nous protégerons aussi et nous ferons la promotion du mode de vie européen. Avec un mois de retard, Ursula von der Leyen prendra ses fonctions ce dimanche 1er décembre. C'est bien sûr là que commence pour elle le chemin le plus difficile. Au lendemain du drame qui a coûté la vie à 13 militaires français au Mali, la ministre des Armées, Florence Parly, est arrivée cet après-midi sur la base de Gao pour leur rendre hommage. Ils ont été tués accidentellement dans une collision entre 2 hélicoptères lors d'une opération contre les djihadistes. Un hommage leur a été aussi rendu au Parlement européen aujourd'hui. C'est un geste symbolique. Christine Lagarde, la nouvelle patronne de la Banque centrale européenne, a signé les billets de banque qui seront mis en circulation dans l'Union européenne. L'occasion surtout pour elle de rappeler le rôle de la BCE. Guillaume Petit. Sa signature sera désormais visible sur tous les billets en euros en circulation. Un acte symbolique pour Christine Lagarde qui a pris la tête de la Banque centrale européenne début novembre, succédant à Mario Draghi. L'ancienne patronne du FMI a rappelé le rôle de l'institution pour assurer la stabilité des prix. Dans la zone euro, les billets de banque sont utilisés pour les transactions commerciales. Ils constituent le moyen de paiement le plus utilisé. 79% des transactions se font en espèces, en billets de banque ou en pièces. Selon la Banque de France, près de 23 milliards de billets ont été émis dans l'ensemble de la zone euro depuis l'introduction de la monnaie unique en 2002. Le billet de 20 € représente plus de la moitié de l'ensemble des billets.
Nous avons été chargés de la politique monétaire et de la supervision bancaire pour nous assurer que l'euro est sûr et stable. En prenant la tête de la BCE, Christine Lagarde a assuré que l'institution continuerait à soutenir la croissance, mais elle a aussi appelé les pays membres de la zone euro à faire leur part du travail en investissant dans un contexte de ralentissement de l'économie mondiale et de guerre commerciale. On revient à présent sur ce séisme en Albanie qui a fait de nombreuses victimes. Une course contre la montre est engagée, je vous le disais, pour retrouver des survivants dans les décombres. Julien Pavy. Une partie de cet immeuble s'est totalement effondrée lors du tremblement de terre qui a secoué mardi l'Albanie. Le dernier bilan fait état de près de 30 morts. Les sauveteurs ignorent à ce stade le nombre de disparus dans les décombres et perçoivent parfois des signes de vie. Particulièrement impactée, la ville de Durrës sur la côte adriatique. Comme l'explique notre correspondante, des sinistrés ont été relogés provisoirement dans ces tentes. Ce camp temporaire est situé dans un stade de la ville de Durrës. Il abrite environ 2500 personnes. J'ai pu parler plus tôt avec une famille avec des enfants qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ce séisme de magnitude 6,4 est le plus violent qu'a connu la région en près d'un siècle. À ce stade, les efforts se concentrent sur la recherche de survivants et sur l'aide aux sinistrés. La situation ici est un peu chaotique. Concernant les besoins de la population, les choses s'organisent. Des organisations gouvernementales et des associations se mobilisent pour essayer d'aider les populations. Les sauveteurs albanais ont reçu le renfort d'experts de plusieurs pays européens. Parmi les témoignages de solidarité, celui du Kosovo voisin, où la majorité de la population est albanaise. L'Albanie, en deuil, devait célébrer ce jeudi sa fête nationale. Les festivités ont été annulées. Que s'est-il passé dans le reste de l'actualité européenne? Voici un tour d'horizon préparé par nos confrères des équipes linguistiques d'Euronews et en partie en version originale. Nos équipes à Athènes évoquent la présence de sauveteurs grecs en Albanie pour prêter main forte dans les recherches. En tout, ce sont plus de 200 experts italiens, grecs, mais aussi français qui sont sur place pour aider les secours. 40 días de estallido social y Chile sigue dejando imágenes como estas de enfrentamientos. Notre équipe espagnole suit les derniers développements au Chili où de nouveaux affrontements ont eu lieu à Santiago, la capitale. Nos confrères expliquent que Human Rights Watch a relevé de graves violations des droits de l'homme de la part des forces de l'ordre lors des manifestations et appelle le gouvernement à réformer la police. Encargadas de restaurar, de proteger el orden público. Der Ausbau des 5G-Netzes in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Huawei-Konzern. Nos confrères allemands reviennent quant à eux sur la demande de la chancelière Angela Merkel. Elle appelle les pays européens à s'accorder sur une approche commune à l'égard de la Chine et du déploiement du réseau mobile 5G de prochaine génération. Certains députés allemands veulent pourtant exclure la Chine de Huawei des contrats 5G suite aux avertissements des États-Unis, selon qui cela pourrait conduire à l'espionnage de Pékin. Gefahr, ich will es so nennen, zumindest Sorgen. De la paille et des tracteurs en plein centre de Paris, mais surtout des agriculteurs venus exprimer leur détresse. L'agriculture est maltraitée, dénigrée selon eux. Laurence Alexandrovitch nous explique les raisons de leur colère. Objectif, bloquer le périphérique parisien. Ils sont près d'1 millier de tracteurs venus de 6 régions autour de la capitale française, décidés à exprimer leur détresse et à ne pas bouger d'ici tant qu'ils ne seront pas reçus par Emmanuel Macron. Une opération escargot avant de rejoindre le centre de Paris. Avec cette mobilisation qui s'est étendue dans toute la France au fil de la journée, les agriculteurs disent leur désarroi face aux difficultés qui s'accumulent. Aujourd'hui, c'est un vrai ras-le-bol et on voudrait dire que l'agriculture est en train de crever. Encore le week-end dernier, moi j'ai un collègue qui s'est suicidé. Ça peut plus durer, quoi. On est à plus de 2 suicides par jour d'agriculteurs en France. Depuis des années, la profession agricole est maltraitée, elle est dénigrée par une catégorie de certaines associations qui laissent à penser que finalement on ne fait pas le travail qu'on devrait faire, qu'on empoisonne les gens et ça pour les agriculteurs c'est insupportable.
Les manifestants dénoncent aussi la baisse de leurs revenus, la difficulté de joindre les deux bouts, les pressions de la grande distribution ou encore les écarts de prix entre produits français et produits venant de l'étranger où les normes de production sont moins contraignantes qu'en France. Les agriculteurs veulent mettre la pression sur la grande distribution et ses fournisseurs alors que commencent les négociations commerciales annuelles qui fixent les prix pour une année. Les agriculteurs ont manifesté dans Paris aujourd'hui, comme derrière moi sur les Champs-Élysées, pour réclamer de meilleures conditions de travail, mais leur colère s'inscrit dans un contexte de grogne générale. Et leur manifestation prend tout son sens à une semaine de la manifestation et des grèves du 5 décembre. David Chazan pour Euronews à Paris. Venons-en à cette prouesse scientifique de l'université américaine de Stanford. Ils ont réussi à mesurer la fréquence cardiaque d'une baleine bleue, un précieux électrocardiogramme dont Raphaël Tavernier nous dévoile l'utilité. C'est une première. Des scientifiques de l'université de Stanford en Californie ont réussi à mesurer la fréquence cardiaque du plus grand animal au monde, la baleine bleue. Des électrodes placées grâce à un système de ventouse près de la nageoire gauche du mammifère ont permis d'enregistrer son électrocardiogramme pendant plus de 8 heures. Si le cœur d'un être humain au repos bat en moyenne 75 fois par minute et près de 200 fois lors d'un effort sportif, le rythme cardiaque d'une baleine bleue oscille entre deux extrêmes, tachycardie et bradycardie. Le cœur atteignant 35 battements par minute lorsque l'animal nage en surface, contre seulement 2 quand il plonge au fond de l'océan à la recherche de plancton. Pour les chercheurs, ces résultats sont importants car en étudiant plus précisément le métabolisme de la baleine bleue, cela permettra, disent-ils, de mieux protéger cette espèce en voie de disparition. On termine ce journal avec une innovation écologique. Un jeune Ukrainien est à l'origine de lunettes de soleil créées à partir de marc de café. Une manière de recycler les déchets et de se priver de plastique. De cet atelier artisanal à Kiev sortent des lunettes de soleil entièrement respectueuses de l'environnement. Conçues par un opticien ukrainien écolo à partir de 3 ingrédients naturels, le lin, l'huile végétale et surtout l'ingrédient principal, le marc de café. Les lunettes sont noires comme la couleur du café et en ont même son odeur. C'est une nouvelle preuve qu'on peut recycler des déchets et se passer de plastique. Plus de 2,5 milliards de tasses de café sont bues dans une journée dans le monde. Et en fait, une énorme quantité de résidus de café n'est pas utilisée et donc tout simplement gaspillée. Or, c'est une énorme quantité de matière disponible pour la confection de n'importe quel objet. Pour ma part, j'ai décidé de commencer avec des lunettes de soleil. Le marc de café est déjà recyclé pour produire des meubles, des tasses, des encres d'imprimerie ou des biocarburants, mais il ne s'est encore jamais retrouvé dans des lunettes de soleil. C'est une très bonne idée. Plutôt que d'avoir des lunettes en plastique, on a des montures biodégradables. C'est une opportunité en plus de préserver l'environnement partout dans le monde. L'opticien ukrainien avait d'abord testé d'autres ingrédients pour fabriquer ses lunettes, comme la menthe, le persil, le sarrasin et le riz. Mais c'est le marc de café qui l'a finalement séduit. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Euronews. L'information continue. Très belle soirée. À demain.